Rejoignez dès à présent la grande famille des abonnés de votre chaîne Sika TV sur les réseaux sociaux. Sika TV, le vrai visage de l'actualité en Afrique, est en direct et en replay sur YouTube. Abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne rien rater. Nous sommes également présents sur Facebook et sur Twitter. Au Tchad, la société civile tente de mettre la pression sur la junte au pouvoir. Plusieurs centaines de personnes ont manifesté ce week-end. Le mouvement s'est tenu à N'Djamena, la capitale. Au Nigeria, les autorités s'inquiètent de rapprochement entre les djihadistes de l'État islamique et les bandes criminelles. Cela pourrait donner du fil à retordre aux forces de sécurité et de défense. Et puis en Zambie, le principal chef de l'opposition a été empêché de se rendre dans une province. C'est ce qu'affirme l'intéressé qui précise qu'il se déplaçait pour battre campagne dans le cadre des élections générales. Et voilà pour le sommaire de ce journal. Bienvenue dans cette édition. Au Tchad, plusieurs centaines de personnes ont manifesté ce week-end contre la junte qui dirige le pays depuis la mort d'Idriss Déby Itno. C'est la capitale N'Djamena qui a accueilli la manifestation. Le reportage pour plus de précision. Ce déferlement humain est la réponse conséquente à l'appel des associations de la société civile à manifester contre ce qu'elles qualifient de confiscation du pouvoir par le Conseil militaire de transition, le CMT, dirigé par le fils d'Idriss Déby Itno, Mahamat Idriss Déby Itno. Les manifestants exigent la dissolution du CMT et par ricochet la remise du pouvoir aux mains des civils et le retour de l'armée dans les casernes. Pour les protestataires, le Tchad, en son état actuel, est bien assimilable à une monarchie. Ils appellent au respect de la Constitution et donc au retour à un état de droit véritablement démocratique. Vêtement critiqué par une partie de la population, le CMT ne manque pas de lâcher du lest. Cette marche de protestation est en effet la deuxième du genre ayant reçu son autorisation. La toute première, autorisée par les autorités le 29 juillet, avait également rassemblé dans le calme plusieurs centaines de personnes. Depuis l'annonce de la mort du président Déby le 20 avril, Mahamat Idriss Déby Itno, 37 ans, concentre presque tous les pouvoirs en ses mains. Il s'est arrogé, fustige les manifestants, les titres de président de la République et de chef suprême des armées. Il a toutefois promis des élections libres et démocratiques au terme d'une période de transition de 18 mois renouvelable, mais sans pour autant exclure une prolongation de la transition. Au Soudan, 7 combattants d'anciens groupes rebelles qui sont signataires d'un accord de paix historique avec le gouvernement de transition dans le pays ont été tués au Darfour dans des heurts. L'information a été donnée par l'agence officielle Souna. Les violences qui ont pris fin vendredi matin ont éclaté dans 2 localités du Darfour Nord, État de l'ouest du Soudan, mais l'agence de presse Souna n'a pas précisé quel en avait été l'élément déclencheur. 7 membres des forces de groupe signataires de l'accord de paix ont été tués dans des heurts avec un groupe non identifié. Samedi, un groupe de tribus arabes a affirmé dans un communiqué que les violences avaient opposé des fermiers arabes à des membres de l'Alliance des forces de libération du Soudan de Tahir Adjar et d'une branche du mouvement de libération du Soudan, signataire de l'accord de paix avec le gouvernement en octobre dernier. Tahir Adjar et 2 autres chefs rebelles ont été nommés en février au Conseil souverain, composé de militaires et de civils. Le chef de la faction du mouvement de libération du Soudan a lui été nommé gouverneur du Darfour. Des forces de ces 2 anciens groupes rebelles ont été envoyées dans le cadre d'un déploiement des troupes gouvernementales pour sécuriser la région après la fin de la mission de paix conjointe de l'ONU et de l'Union africaine en décembre. Le conflit au Darfour a opposé des rebelles de minorités ethniques qui s'estimaient marginalisés aux forces du régime à majorité arabe. Omar El-Béchir.
Au Nigeria, les autorités s'inquiètent d'un rapprochement entre les djihadistes de l'État islamique présents dans le nord du pays et puis les bandes criminelles dans le nord-ouest du Nigeria. C'est un rapprochement qui pourrait compliquer un peu plus la tâche des forces de défense et de sécurité. Un rapprochement djihadiste et bandes criminelles au Nigeria. Toute une série d'éléments probants pour corroborer cette thèse. Le 23 juillet, une note du chef de l'immigration, Muhammad Babandede Salam, d'un important mouvement de bandits de Zamfara dans le nord-ouest en direction de Borno en vue d'un entraînement intensif conduit par Boko Haram. Du fait de cette information, vous devez intensifier la surveillance autour de votre zone en vue de recueillir des renseignements nécessaires, ajoute la fameuse note à destination des officiers. L'insurrection djihadiste qui a commencé en 2009 avec les attaques du groupe Boko Haram est désormais presque exclusivement menée par le groupe État islamique en Afrique de l'Ouest, ISWAP. Depuis mai et la mort du chef de Boko Haram, Abubakar Shekau, lors d'affrontements avec des combattants de l'ISWAP, ces derniers ont consolidé leur contrôle sur le territoire du Nord-Est. Or, selon les sources sécuritaires, l'ISWAP a forgé d'étroites alliances avec les groupes criminels du Nord-Ouest du Nigeria. Une manière de ceinturer progressivement toute la région. Des groupes qui attaquent déjà, pillent et enlèvent les villageois dont ils volent le bétail et brûlent les maisons. Le terrain de prédilection depuis peu sont les écoles dont ils enlèvent en masse les apprenants. L'armée de plus en plus débordée est donc appelée à redoubler d'ardeur, mais aussi de stratégie pour étouffer dans l'œuf l'union naissante djihadistes et bandits de grand chemin, très préjudiciable à la stabilité sociale. En Tunisie, le régime exceptionnel instauré il y a 2 semaines par le président Kais Saied a placé en position délicate son principal adversaire, le chef du parti Ennahda, Rached Ghannouchi. Déjà fragilisé de l'avis de nombreux experts, le parti tente de survivre à ce séisme politique. Fondé il y a 40 ans, notamment par l'actuel président du Parlement suspendu, Rached Ghannouchi, âgé de 80 ans, le parti Ennahda a fait son retour sur la scène politique après la révolution de 2011 et a depuis participé à toutes les coalitions parlementaires. C'est le parti le plus organisé du pays et le principal bloc à l'Assemblée. Mais depuis 2014, son assise électorale a nettement reculé, passant de 89 députés à 53 sur 217 lors des législatives de 2019, soit 1 million de voix perdues depuis 2011. Le parti a vu un nombre croissant de membres faire dissidence ces dernières années, notamment pour réclamer un changement à la tête de la formation politique. Le 25 juillet, jour de la prise de pouvoir du président Saied, Ennahda a sur le champ condamné un coup d'État contre la révolution et la Constitution. Mais jeudi, le Conseil de la Choura, principal organe d'Ennahda, s'est ouvert au dialogue, se disant prêt à une autocritique et à des excuses. Il s'est engagé à procéder aux révisions et renouvellements nécessaires de ses programmes et structures directrices. Saied a toutefois répondu par un discours excluant tout retour en arrière. Rached Ghannouchi, qui a voulu faire d'Ennahda un parti démocrate musulman, reste l'un des principaux symboles de l'islam politique dans le seul pays qui a poursuivi sa démocratisation après les soulèvements des printemps arabes. Des partisans lui attribuent la réussite du retour d'Ennahda sur la scène politique après 2011 et de la transition démocratique négociée dans le pays. D'autres lui reprochent son autorité excessive sur le parti, devenu son projet personnel. Reste à savoir si Ennahda pourrait se reconstituer sans cette figure centrale. Et toujours au chapitre politique en Zambie, le principal chef de l'opposition a déclaré cette fin de semaine avoir été empêché de se rendre dans une province. Cette descente, précise-t-il, dans cette région traditionnelle de compétition politique intense était destinée à battre campagne dans le cadre des élections générales. Reportage. On m'a empêché d'aller au Copperbelt parce que M. Edgar Lungu est là-bas. C'est la déclaration du chef de file de l'opposition qui enflamme depuis quelques heures la toile en Zambie. Hichilema, attendu sur place au Copperbelt, ne parviendra pas à s'y rendre aux grandes dames de ses militants et sympathisants pourtant mobilisés. Et pour cause, le président Lungu faisait campagne le même jour dans la même province. Dans un communiqué, le parti d'Hichilema annonce que l'autorisation de vol vers Copperbelt de son leader a été annulée à la dernière minute sans aucune raison. Face au remous, un officier affecté au contrôle du trafic aérien d'affirmer dans la foulée que le vol n'a pas été annulé, mais juste reprogrammé. Mais pas suffisant pour calmer les ardeurs. Le ton monte de part et d'autre, la tension aussi. La Zambie, pays riche en cuivre, est appelée à se rendre aux urnes jeudi prochain pour un scrutin
très serrée opposant essentiellement des adversaires de longue date, le vétéran de l'opposition Hakainde Hichilema et le président Edgar Lungu. La région de Copperbelt, étroitement liée à l'économie du pays tributaire du cuivre, a également été le berceau de puissants mouvements ouvriers et un terrain de compétition pour plusieurs politiciens qui sont devenus présidents par la suite. Hichilema, riche homme d'affaires âgé de 59 ans, tente pour la 6e fois sa chance à la présidentielle qu'il avait perdue la dernière fois en 2016 avec 47,63% des voix contre 50,35% pour son rival devenu président Edgar Lungu. En République démocratique du Congo, les autorités ont noté une amélioration significative globale de la situation sur fond de l'épidémie de coronavirus à Kinshasa notamment, ce qui n'est pas le cas à Lubumbashi, l'autre ville où le non-port de casque, attention, à partir de ce lundi, sera donc passible de 7 jours de prison selon des sources officielles. Après une réunion du comité multisectoriel de riposte contre la pandémie de Covid-19 en République démocratique du Congo, le ministre de la Santé a indiqué qu'il a été constaté une baisse sensible des cas de Covid-19, surtout dans la ville-province de Kinshasa, avec quelques hausses en province, au Haut-Katanga, au nord et au sud de Kivu. Un rapport d'experts attestant de cette baisse a été remis au chef du gouvernement, qui va échanger avec le chef de l'État afin que des mesures idoines soient prises. Les autorités en appellent toutefois à la vigilance et demandent à la population de continuer à porter le masque correctement et à se faire vacciner quand le pays aura reçu les vaccins qu'il attend. En revanche, la capitale économique Lubumbashi connaît une résurgence de la pandémie, selon son maire, qui annonce de nouvelles mesures de prévention. Parmi elles, l'accès au centre-ville sera désormais conditionné par le port du masque, rendu obligatoire dans tout lieu accueillant du public. Des checkpoints seront mis en place pour faire respecter cette mesure dès lundi. Tout contrevenant se verra infliger 7 jours d'emprisonnement et une amende de 15 000 francs congolais, soit environ 6 €. Et l'Arabie Saoudite va rouvrir le pèlerinage de la Omra au niveau de la Mecque aux étrangers qui sont vaccinés contre le coronavirus. Selon l'agence de presse saoudienne officielle, l'épidémie a fortement perturbé les pèlerinages du Hajj depuis l'année dernière. Il faut rappeler qu'ils rapportent par an quelques 12 milliards de dollars. Les autorités saoudiennes vont commencer à accepter les demandes d'entrée dans le pays à partir de lundi. Les frontières avaient été fermées il y a quelques 18 mois en raison de la pandémie. Le petit pèlerinage, qui contrairement au Hajj peut être accompli tout au long de l'année, attire en temps normal chaque année des millions de visiteurs du monde entier. L'épidémie de Covid-19 a fortement perturbé les pèlerinages du Hajj et de la Omra, source importante de revenus pour le royaume qui rapporte quelques 12 milliards de dollars par an. Jusqu'à présent, seuls les pèlerins vaccinés résidant en Arabie Saoudite pouvaient prétendre à un permis pour effectuer la Omra. Les pèlerins étrangers désireux de se rendre à la Mecque devront également être vaccinés avec un sérum reconnu par l'Arabie Saoudite et se soumettre aux règles de quarantaine selon l'agence de presse du pays. Le gouvernement a accéléré début août la campagne de vaccination dans le but de relancer le tourisme. La vaccination est désormais obligatoire pour entrer dans les établissements publics et privés, y compris les établissements scolaires et les lieux de divertissement, ainsi que pour utiliser les transports publics. Et ainsi se referme cette édition. Merci de votre attention. Au revoir.